Alors Roger, c'est toi qui vas parler hein, en réalité, parce que moi, c'est pas que j'ai rien à dire, mais j'aimerais beaucoup qu'on t'entende. Donc sur le pouvoir de l'engagement, tu vas nous parler de travail et citoyenneté, du devenir du travail, et puis surtout nous donner ta vision à toi sur le travail contemporain, ce qui nous attend, comment tu vois les choses. Voilà, bon. Je te laisse parler, je ne t'interromps que très peu. Écoute, je vais essayer de ne pas faire de tunnel, comme on dit, de ne pas être trop long, mais peut-être de partir d'un constat avant d'aller vers peut-être des propositions ou dessiner des avenirs, comme ça a été fait ce matin. Rappeler que la question du travail est une question moderne, puisque globalement, elle s'impose avec la Révolution française. Avant, le travail, c'est assez indistinct et ça correspond pas à une catégorie de pensée, ni même à une catégorie d'activité. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça s'impose pour des raisons idéologiques. Le travail est une idéologie. Alors, c'est quelle idéologie ? L'idéologie, elle vient du fait que la Révolution française, elle sait pas faire la démocratie directe. Et pourtant, son modèle de démocratie, c'est évidemment celui de Rousseau, même de Robespierre, des penseurs de la Révolution française, la démocratie directe. Et d'ailleurs, ils seront nombreux à dire que démocratie représentative, c'est un oxymore, hein, c'est une contradiction dans les termes. Mais on ne peut pas faire de démocratie directe, alors il faut bien quand même essayer d'intégrer tout le monde. Alors intégrer tout le monde, c'est intégrer tout le monde dans un espèce de moule commun. L'abbé Sieyès dira d'ailleurs, on va mettre les aristos au boulot. Donc c'est l'idée que tout le monde va se retrouver dans une situation commune qui va être celle du travail. Mais il n'y a pas de raison économique au travail en tant que tel. Ça viendra après, on va s'apercevoir qu'avec l'accumulation du capital, que le travail, ça produit plus de richesses et que c'est associé au progrès. Mais il faut rappeler ça. Il faut rappeler ça parce que aujourd'hui, que se déstructure totalement cette idéologie, où les gens cherchent du sens, mais où ils n'en trouvent pas, où, comme moi je l'ai rappelé, le temps de travail sur une vie entière, c'est à peine 10% du temps de vie, donc l'essentiel du temps de vie des individus, 90%, c'est en dehors du travail, donc, et puis les gens, ils font pas rien, ils font pas que consommer. La question de la structure autour, tu sais, les fameux 3 unités de temps, unité de lieu, unité d'action, voilà, ne fonctionne. Oui, c'est ça, ne fonctionne plus. Donc il y a eu une prise de conscience qui paraît récente sur la distance au travail. En fait, elle date et elle remonte à il y a longtemps. Simplement, il y a eu 3 événements qui ont marqué. Il y a eu la crise du Covid. Il y a eu la question environnementale, travailler pour quoi faire et pour quelle croissance illimitée sur une seule terre. Et puis, il y a eu le télétravail. Et alors, excusez-moi du mauvais jeu de mots, mais c'est vrai que le travail à distance a fait aussi de la distance au travail, quoi. Donc, ça s'est engrangé comme ça. Et du même coup, moi qui ai beaucoup travaillé à l'origine, mes travaux étaient beaucoup sur le temps libre, sur le loisir, dans la foulée d'un grand monsieur qui s'appelait Geoffroy Dumasdier, peut-être que ça rappelle quelque chose à quelqu'un. Je reviens complètement sur cette affaire parce que je pense que cette déstructuration du travail, cette mise à distance du travail qui était vraiment le grand principe organisateur, la grande valeur, on a même, souvenez-vous, on a même parlé de religion du travail. Un sociologue comme Max Weber a une formule extraordinaire pour différencier la tradition de la modernité. Il va dire « Nous passons d'une économie du salut au salut par l'économie ». Merveilleuse formule pour dire, voilà, donc c'est le grand principe organisateur de nos sociétés. Et d'ailleurs, si vous privez le politique aujourd'hui d'un grand discours sur le travail, qui est un discours assez utopique, tout le monde travaille, etc., ils ont que ce mot-là à la bouche, alors que ça correspond plus du tout à la réalité vécue, n'est-ce pas, de l'institution elle-même. Et donc, moi, je ne m'en réjouis pas parce que nous n'avons pas trouvé de principe d'ordre, de principe d'organisation. Rappelez-vous, le travail, c'est une valeur, c'est une hiérarchie, c'est une occupation, c'est le progrès, on en a parlé ce matin, c'est une vision d'avenir, c'est tout ça le travail. C'est tout ça le travail. Et donc, si cette brique-là n'est pas remplacée par quelque chose, et elle ne peut pas être remplacée uniquement par le temps libéré,
eh bien là, il y a une espèce, disent les sociologues, une espèce d'anomie qui se met en place, où les individus cherchent des formes d'identité, cherchent des formes de raison qu'ils ne trouvent plus véritablement dans cette occupation centrale. Alors, ceux qui ont les moyens, entendons les moyens socioculturels, voilà, les diplômes et tout, ils trouvent des tas d'occupations, voilà, ils font du bénévolat, ils font des tas de choses, etc. Mais il y a toute une partie de la population quand même qui se retrouve en déshérence, et comme par hasard, cette population est souvent dans le bad job, ou pour paraphraser le bullshit job, comme disait David Graeber, ou des jobs à temps partiel, tu vois. Et donc, il y a un principe, voilà, pour moi, il y a vraiment un principe de désorganisation de la société qui est en place. Et pourtant, on aurait pu venir voir cette affaire de loin, voilà, parce que c'est pas nouveau. La prise de conscience est récente, voilà, mais les gens n'osaient pas le dire. Ils n'osaient pas dire « Ah ben non, le travail, c'est plus si important que ça ». Ils n'osaient pas le dire, parce que c'est quand même leur vie. Aujourd'hui, maintenant, ils le disent. Non, non, le travail n'est plus central, etc. Et ça pose un grand, grand problème. Moi, je pense que c'est une des raisons. Il nous faut... Le travail, c'était du collectif, quoi. Il nous faut retrouver quelque chose qui est l'ordre du collectif. Et pour embrayer, puis je te laisse les questions, tu vois, sur un principe organisateur. Car le principe organisateur, vous l'entendez, au fond, à travers le travail, dans sa version Révolution française, qui a duré longtemps, hein, quand même 30 glorieuses, etc. Et bien dans cette version-là, le travail faisait la citoyenneté. Un des attachements de la citoyenneté, c'était quand même, outre la carte d'électeur, c'était quand même le fait d'avoir un statut, une identité au travail. D'ailleurs, mes prédécesseurs, sociologues, je pense à un sociologue bien connu qui s'appelle Renaud Saint-Saulieu, qui était voilà, quelqu'un qui a un grand sociologue du travail, avait écrit son bouquin majeur qui était cité partout, c'était l'identité au travail. Donc ça a été son grand livre majeur, Vivez leur identité au travail. Donc il faut voir cet effet-là, et je pense qu'il n'est pas pour rien dans l'éclatement, au fond, de notre société qui ne trouve plus de principe d'ordre. Parce que c'est quoi le principe d'ordre? C'est quoi le principe de la citoyenneté? Alors, moi, mon prochain livre porte précisément sur la citoyenneté, parce que la citoyenneté, elle est à refonder complètement. Si les gens ne votent plus, s'ils ne se retrouvent plus dans la citoyenneté au travail, s'il n'y a plus que la carte d'identité, à Dieu ne plaise, parce que la carte d'identité, on voit où ça peut nous mener. Si on réduit la citoyenneté à l'identité, on voit très bien où ça nous mène. Donc, il reste quoi? Et donc, quand j'entends les discours politiques sur la question citoyenne, républicaine et tout, mais je vais prendre juste un exemple. Prenons la devise républicaine, puisque cette devise républicaine, c'est liberté, égalité. La fraternité ne viendra qu'à la Révolution de 48, donc elle n'est pas dans la devise originaire de la Révolution française. La Révolution française, c'est liberté, égalité. Mais même si on ne prend que liberté et égalité, moi je pose toujours la question, c'est où? Où est-ce qu'on est libre? Où est-ce qu'on est égaux? Dites-moi le moment, dites-moi les espaces, dites-moi où s'exerce cette fameuse république et cette fameuse citoyenneté. À quel moment ça se passe? Est-ce qu'on dit qu'on est libre et égaux devant la loi, en droit en fait, normalement? Pardon? On oui, parle en droit. d'être libre en droit, oui. Après, au travail, je ne sais pas, mais je reviens sur ce que tu disais à propos du travail. C'est une valeur, mais c'était aussi une valeur de gauche à une époque. C'est devenu une valeur de droite, parce qu'il fallait travailler plus pour avoir plus. Oui. C'est redevenu actuellement une valeur de gauche qui est assez promue par Ruffin, qui parle beaucoup de travail. Mais en fait, on a l'impression que les gens ne savent plus ce que c'est que le travail. Le travail, c'était aller dans une entreprise, partager un espace, comme tu disais, un lieu, du temps, et puis rencontrer les gens et travailler un objet collectif. Maintenant, quand les gens disent qu'ils n'ont plus de sens au travail, j'ai souvent le sentiment qu'ils espèrent trop peut-être du travail aujourd'hui, puisqu'on a mis la barre très très haute, il fallait avoir du sens, il fallait que ce soit rémunérateur et épanouissant, etc. Et alors qu'avant, quand on avait un travail, si on voulait du sens dans notre travail,
ça arrivait, on avait de la chance. Si on n'en avait pas, on allait dans des associations, par exemple. Et on trouvait le sens en marge du travail dans l'association, ce qui nous valorisait aussi. Est-ce qu'il n'y a pas là une perte de quelque chose qui a à voir avec le bien commun ou avec l'intérêt général, qui fait Exactement. que le travail n'a plus cette place de lien social, et donc on est frustré parce qu'on voudrait être payé pour faire un travail qu'on ferait bien bénévolement, mais il faut quand même vivre. Et donc tout est mélangé en réalité. C'est un peu le sentiment que j'ai quand j'entends les nouvelles générations parler du travail qui doit avoir du sens et du fait qu'ils veulent travailler pour quelque chose qui est bien et qui sert à la société. Tu as raison, parce que en fait, le travail ne disparaît jamais, mais il se déplace. Hein. Le travail, pendant longtemps, ça a été uniquement l'agriculture. Puis il y a voilà, après ça a été uniquement l'entreprise, et puis après c'est surtout les services. 85% de la valeur ajoutée, c'est les services. Donc le travail ne cesse de se déplacer, il ne disparaît pas. Simplement, aujourd'hui, cette mutation, elle n'est pas très bien vue, pas très bien comprise. Elle est surtout pas très bien acceptée par ceux qui profitent aujourd'hui de la manière dont se distribue la richesse. Ça a été un peu ébauché ce matin, de la manière dont se distribue la richesse. En 2 mots, la question aujourd'hui du travail se situe de plus en plus en amont du travail. Ce qu'on demande à un salarié, c'est d'être très bien formé, d'être plein de compétences transversales, d'être plein d'initiatives, etc. Et au fond, le capital humain finit par l'emporter sur le procès de travail lui-même. À telle enseigne d'ailleurs que les entreprises aujourd'hui s'intéressent beaucoup moins au processus de travail en tant que tel qu'aux résultats. D'ailleurs, il y a des entreprises où il n'y a plus de bureau, où la flexibilité du travail est totale, et au fond, la seule chose qui intéresse l'entreprise, peut-être à juste raison d'ailleurs, c'est le résultat. Ça veut donc dire que ça n'est plus le procès même de travail qui produit la richesse, mais la récupération d'un certain nombre de valeurs qui se produisent à l'extérieur du travail, qui, au fond, rentrent par la magie du marché et par la magie de la monnaie produite par le marché, qui en fait le synonyme de richesse. Mais c'est pas, la monnaie n'est pas l'ultime fin de la richesse. Et donc cette richesse, elle se produit en amont de plus en plus. Hein, on le voit bien dans les start-up, on dit mais on s'en fout que tu sois là. Voilà. Enfin, la plupart des entreprises aujourd'hui d'ailleurs ont la moitié de bureaux par rapport à leur nombre de salariés. Le deuxième déplacement, donc là il y a un premier déplacement, et le deuxième déplacement sur lequel je veux insister parce qu'il rejoint aussi des choses qui ont été dites ce matin, et à plusieurs reprises on a parlé du bien commun. Et pour moi c'est une notion essentielle. Alors déjà elle est essentielle parce que elle montre un glissement du bien public vers le bien commun. Et ce glissement, c'est pour dire le bien commun, on ne va pas arriver à le produire simplement avec les moyens de l'économie mixte, c'est-à-dire entreprise, service public. C'est pas possible. Il va falloir mobiliser la société civile. Et pourtant, ce bien commun, alors pour différencier les biens communs, moi j'aime bien parler de bien commun existentiel, parce que tous les biens, on peut qualifier des tas de choses de bien commun. Un bien commun existentiel, c'est un bien commun comme la santé. Enfin, la santé, c'est l'exemple type même du bien commun. Bon, l'environnement, on en a parlé. On peut parler de l'éducation aussi. Et on voit bien que ces ressources-là, auxquelles tout le monde aspire, tout le monde veut être en bonne santé, tout le monde veut plus, etc. Et on s'évertue à ne pas produire. C'est extraordinaire. On s'évertue à ne pas produire de la santé, on s'évertue à ne pas produire de l'éducation, on s'évertue à ne pas savoir comment protéger l'environnement, on s'évertue à tout ça. Parce que nous n'avons pas pris conscience que ces nouvelles formes de production nécessitaient de nouvelles formes d'organisation sociale. Et en particulier de nouvelles formes de mobilisation de la société civile. Et donc je pense qu'il y a une nouvelle forme de travail, alors est-ce que le mot travail correspond, j'en sais rien, mais entre guillemets, nouvelle forme de travail dans cette production du bien commun. Tu as cité, à juste titre, la question des associations. Or, les associations, comme vous savez, ne cessent de se développer et font un travail absolument considérable. On évalue à la surface marchande un peu plus de 10% du PIB rien que pour les associations. Et si on rajoutait l'économie domestique et si on rajoutait l'économie contributive, on arriverait à des sommes qui dépassent le PIB. D'ailleurs, ça confirme ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que ce qui n'est pas mesuré par l'économie marchande, au fond, est supérieur à ce que mesure l'économie marchande. Eh bien, il y a là toute une ouverture vers
quelque chose qui retrouverait la citoyenneté dont on parlait au début. C'est-à-dire dire, le bien commun, ça fait partie de la citoyenneté. Vous voulez plus de santé, vous voulez plus d'aide sociale, vous voulez que vos parents soient aidés, vous voulez faire du tiers aidant, vous voulez faire de l'expertise, il faut y aller. Il va falloir mouiller un peu la chemise. Et ça peut se faire avec. Moi, je suis pour le fait que ça puisse se cumuler tout à fait, d'ailleurs, avec l'emploi. Je vois pas pourquoi. Je vais vous prendre un exemple, moi qui me choque, parce que j'ai fait partie des promoteurs du service civique, dont tout le monde dit du bien, un service civique, les 16-25 et tout, ça a tiré de la galère des quantités de jeunes et même des jeunes diplômés qui, voilà. Et maintenant, les patrons s'aperçoivent que parfois ils ont plus intérêt à recruter un service civique que quelqu'un qui a des diplômes plus hauts, parce qu'ils se disent celui-là, il connaît la vie, voilà. Et d'ailleurs, maintenant, les expériences associatives dans les CV, elles sont maintenant centrales. Avant, c'était la petite annexe, a fait un peu de civisme et tout. Aujourd'hui, c'est central parce qu'ils s'aperçoivent bien que les compétences relationnelles, c'est pas l'université. Profs de fac qui parlent, hein. Donc les compétences relationnelles, c'est pas les profs de fac qui vont les apporter, hein, voilà. Donc il y a cette nécessité aujourd'hui de recréer une forme de citoyenneté dans la production du bien commun. Et pourquoi je parlais du service civique ? C'est-à-dire, mais pourquoi on le réserve aux jeunes ? Mais pourquoi n'est-il pas universel ? Pourquoi tout le monde ne peut pas accéder à un service civique universel ? Et au fond, à l'heure où on dit, après tout, la manière dont on pourrait financer une allocation universelle, enfin, ou revenu universel, ou revenu d'existence, enfin, vous savez, il y a quantité de labels possibles, à cette heure-là, moi, je préfère un revenu civique. Je préfère quand même cette idée, c'est pas obligatoire, mais si vous avez envie de vous investir, il faut reconnaître quand même cet investissement. Et à travers ça, il y a deux moyens. Je ne veux pas être trop long, mais il y a deux moyens. Le premier, il y a le pur bénévole. Alors, le pur bénévole, c'est bien, mais il a besoin de reconnaissance quand même. Voilà, on fait un truc, on demande plus de professionnalité, plus de temps, voilà. Les pouvoirs publics avaient inventé un truc qui était très bien. Le compte d'activité personnelle, compte professionnel, activité, compte d'activité professionnelle. Non, ou l'inverse, enfin peu importe, voilà. À l'intérieur de ce compte d'activité, dans lequel il y avait tant de travail, tant de machin, il y avait un compte d'engagement citoyen, le CEC, compte d'engagement. Très bien. Mais qui c'est ça, d'abord ? Je ne sais pas si vous êtes au courant que vous pouvez bénéficier d'un CEC. Et ce CEC, la récompense, c'est quelques heures de formation. Alors que c'est précisément ce que font les gens dans leur association. Ça ne tient pas debout. Deuxième solution, que moi je privilégie, c'est plutôt le volontariat. Voilà, on a été capable professionnellement d'inventer des tas de statuts professionnels, les professions libérales, les auto-entrepreneurs, etc. Et pourquoi n'inventerait-on pas cette catégorie du volontariat, qui donc suppose une contractualisation entre une association et quelqu'un qui accepte de contribuer, et que ça puisse être exercé par tous ceux qui le veulent en complément de leur emploi. Je pense que ce serait gagnant, y compris pour les entreprises, hein, parce que quand on voit les entreprises qui pratiquent par exemple le mécénat de compétences et qui reconnaissent donc chez leurs salariés ces capacités à se mobiliser dans les associations, ils trouvent un feedback, un retour qui est extrêmement positif pour eux. Donc je pense qu'il y a là une manière de recréer de l'activité citoyenne, de recréer ce que l'économie ne produit pas bien. Pourquoi elle ne le produit pas bien ? Parce que personne n'a envie que la santé soit totalement privatisée. Si elle était privatisée, elle prendrait la prothèse de hanche, mais elle ne prend pas le cancer. D'accord ? Donc voilà, ça pose un petit problème. Parce que les pouvoirs publics sont, quoi qu'on en dise, il n'y a jamais eu autant d'argent investi dans les pouvoirs publics, dans les services publics. Alors on peut les critiquer, etc. Mais on est quand même dans des sommes absolument gigantesques. Et ça ne suffit pas. Et c'est très loin du compte. Donc nous ne nous entourerons pas sans un nouveau principe d'organisateur de la société, comme le travail a pu l'être au moment de la Révolution française. Il nous faut recréer une forme d'attirance du travail à travers la citoyenneté et le bien commun. Je pense que ça, c'est un vrai horizon. Et ce sera la conclusion. Bravo.